bonjour à tous, bienvenue chez Yahoo pour ce petit déjeuner de la MMA consacré aux applications de messaging, aux mails, aux SMS, un des sujets tendance du moment. Ce qui est assez rigolo d'ailleurs, puisque en termes d'usage, moi je me souviens en 1996, il y a 20 ans, voilà, j'envoyais des SMS, pas beaucoup parce que ça coûtait très cher. J'envoyais des mails, pas beaucoup parce que j'étais étudiant et que je voyais pas trop l'intérêt d'avoir un email à l'époque. Et je passais beaucoup de temps sur des applications de messagerie, ICQ, Messenger, ce qui fait que je cramais mon forfait AOL 50 heures assez rapidement. Du coup, qu'est-ce qui a changé en 20 ans ? À la fois, tout a changé et rien n'a changé. Tout a changé parce qu'on a tous dans notre poche l'Internet, en permanence, connecté tout le temps, où qu'on soit. Et pas en 56K, mais en 3G, 4G, 5G bientôt. Chez Yahoo, on a plus de 600 millions de mobinautes par mois dans le monde. Donc c'est vraiment énorme. Et en même temps, rien n'a changé, parce qu'on continue d'envoyer des SMS, un peu plus qu'avant. Salut, ça va ? T'es où ? Ça fait 3 messages. À l'époque, on essayait de tout mettre dans un pour pas payer trop cher. Maintenant, on en envoie 3. On continue d'utiliser des applications de messagerie, même plus qu'avant. ICQ existe toujours, j'étais surpris de le découvrir il y a quelques jours. Messenger, évidemment, et puis il y a tous les nouveaux, Facebook Messenger, WhatsApp et compagnie. Certes, c'est un peu plus joli, un peu plus rapide, on peut faire de la vidéo, mais la technologie et l'usage restent le même qu'il y a 20 ans. Et puis on continue d'envoyer des emails professionnels, personnels, même si le mail est un peu un phénomène de mail bashing en ce moment. On n'aime pas trop le mail. Ça reste, je trouve, une vraie mine d'or pour les marketeurs. Il y a quelques mois, en début d'année, j'étais à Londres avec mes camarades du marketing et de la research pour parler de 2016 et des grands messages et de la stratégie. Et quelqu'un dans le groupe a dit 2016, ça va être l'année du mail. Bon, alors on a tous regardé avec des yeux un petit peu ronds en disant mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là ? Et en fait, il avait raison parce que le mail, c'est une vraie mine d'or. Regardez toutes les informations qu'il y a dans votre mail. Vos factures de m-commerce ou de e-commerce, ça passe par votre mail. Vos impôts. Quand vous commandez un billet d'avion, ça arrive dans votre mail, ça n'arrive pas sur WhatsApp. D'ailleurs, imaginez, vous avez 10 secondes pour faire une capture d'écran de votre billet d'avion. Sinon, c'est mort. Donc il y a une vraie richesse qu'on commence à peine à toucher du doigt et à utiliser publicitairement. Donc tout ça pour dire que toutes ces vieilles technos ont encore de beaux jours devant elles et que j'ai hâte de voir la suite des débats avec notamment les annonceurs qui vont parler de la façon dont ils utilisent les applications de messagerie, pas forcément pour de la publicité mais plus pour de la relation client et du SAV. Josué. Merci Franck, bonjour à toutes et à tous. Je suis Josué Dangaray, je suis administrateur au sein de la MMA, je suis aussi responsable de la commission du marketing, la commission messaging mobile, qui réunit, il y a 4 commissions au sein de la MMA, donc, dont une sur le messaging mobile, qui réunit les principaux acteurs du push SMS, de la notification et aussi les opérateurs. L'année dernière, nous avions organisé à la même période un petit déjeuner autour du thème de la push notification. Et à l'époque, nous avions débattu sur le fait s'il fallait considérer la push notification comme l'étoile montante parmi tous les canaux qu'offre le messaging mobile aux annonceurs. Et cette année, il nous a semblé intéressant de mettre en perspective l'ensemble des canaux, des technologies qu'offre le messaging mobile. Alors, dans ce contexte, comment justement les marques doivent s'engager sur le messaging mobile, alors qu'il existe d'une part le bon vieux SMS, l'historique SMS, qui, malgré son âge, est en pleine santé, forte d'une croissance de 25% sur le marché. Vous avez aussi le choix entre la push notification et l'email mobile. Alors dans ce constat, ces questions amènent d'autres questions, comme par exemple comment rendre les bons arbitrages entre toutes ces technologies, comment orchestrer ces technologies afin de ne pas trop mettre la pression sur les consommateurs. Est-ce qu'il y a une complémentarité entre tous ces canaux ? Et enfin, quelle place accorder aux messageries instantanées qui commencent à pointer le bout de leur nez ? Donc on va essayer de vous apporter des éléments de réponse et de réflexion à ces questions. On va d'abord commencer par la présentation des tendances de messaging mobile qui sera assurée par Martin Jaglin, qui est le vice-président de la MMA. Et ensuite, nous passerons à la table ronde animée par Jérôme Bouteiller et à laquelle participera, je tiens à les remercier, donc Christelle Bureau, directrice CRM chez La Halle, Fatima Boué-Lalem, la responsable marketing mobile chez BNP Paribas, et Vincent Fillon,
directeur mobile stratégie et développement chez Air France. Donc le petit déjeuner va se terminer à 10h15, c'est un format court. N'oubliez pas deux choses, il y a la possibilité de tweeter et d'intervenir sur hashtag MMAF, et vous avez aussi, il y a un petit, voilà, vous avez aussi disponible le réseau Wi-Fi. Voilà, je passe la parole à Martin. Merci Josué. Ouais, donc déjà, la première chose à tweeter, c'est 2016, c'est l'année de l'email. Je ne pensais pas qu'on entendrait ça ce matin. Effectivement, alors le messaging mobile, c'est trop souvent résumé au SMS. Je vais commencer par me présenter déjà. Donc, je suis Martin Jaglin, je dirige une agence de marketing mobile basée à Paris. Et à côté de ça, je suis vice-président de l'association. Et ça fait un bout de temps qu'on s'occupe de messaging mobile au sein de l'association. C'était l'un des premiers thèmes depuis plus d'une dizaine d'années. Et historiquement, c'était que le SMS, il y a eu un peu de VMS, un peu de MMS, même si le format est quasiment mort-né en France. Mais aujourd'hui, la famille s'agrandit, la famille du messaging mobile s'agrandit, et surtout on voit que le messaging, ça reste un pilier fort des stratégies marketing à l'heure où d'autres stratégies mobiles sont elles chahutées. Les apps, je pense qu'il n'y a pas un annonceur ici présent ou un annonceur en France qui s'est demandé est-ce que mon app sert vraiment à quelque chose. Pour les publicités mobiles, pareil, à l'heure où l'adblock arrive, dans quelle mesure ma publicité mobile est encore efficace? Alors qu'on sait même que l'adblock, ça vient sur les sites mobiles, bien sûr, mais aussi sur les applications mobiles. Donc, tous ces piliers que sont le messaging mobile, l'app mobile, le m-commerce et puis la pub mobile, on voit qu'il y en a un qui perdure, qui est toujours aussi fort, c'est le messaging. Et donc, dans le messaging, qu'est-ce qu'on met aujourd'hui? On ne met pas que le SMS, on met également l'email sur mobile. On va le voir, on a des stats inédites à vous partager aujourd'hui sur la progression de la part mobile dans l'ouverture des emails. On a également la push notif, ça fait un bout de temps qu'on en parle, mais il y a également la web push, la nouvelle arrivée, et puis tous les push via les wallets. On a également l'OTT messaging, ça c'est la grande nouveauté depuis, disons 2 ans, et la question que se posent toutes les marques, c'est quelle est ma place sur le messaging, sur l'OTT messaging pour moi marque. Et puis enfin, on a le CRM display. Depuis que les cookies sont devenus une donnée qu'on peut collecter en masse dans les DMP, on voit que la bannière peut être un outil de canal relationnel également. On peut faire de la bannière un outil très personnalisé pour aller toucher une personne si on a son cookie, qu'on peut la retargeter en programmatique en faisant du cookie matching. Donc pas mal de choses, on va commencer par le SMS. Le SMS, quelle nouveauté sur le SMS, à part ces stats excellentes de transformation dans les magasins. La nouveauté portée par Orange, c'est le SMS géolocalisé. On peut, depuis un bout de temps, faire de la géoloc SMS en conquête, donc louer les bases SFR ou les bases Orange pour aller toucher des prospects quand ils sont à proximité de vos boutiques. On peut également le faire depuis un peu moins d'1 an en expérimentation sur les bases clients. Donc tout simplement, quand une personne passe à proximité d'un magasin, il est triangulé par les antennes relais opérateurs. On envoie l'information à l'agrégateur qui porte la campagne et on déclenche la campagne SMS. Techniquement, ça ressemble à ça. C'est assez moche, mais en fait, c'est assez simple. On va faire une campagne en 2 temps. La première chose à faire, c'est de collecter un opt-in de géolocalisation. Même si vous avez l'opt-in commercial pour envoyer des push SMS à vos clients, il faut que vous collectiez un opt-in de géolocalisation. Et ça, il y a différentes façons de faire. Il y a de l'opt-in, il y a de l'opt-out. L'opt-out, c'est que vous dites, vous envoyez un message et si la personne ne répond pas, vous considérez qu'elle est opt-in par défaut, ce qui est un peu brutal. Et il y a l'opt-in, c'est vous demander expressément d'avoir un consentement pour être géolocalisé par l'opérateur et par la marque. Donc ça, c'est la première façon de mener la campagne. Et le deuxième temps, c'est quand la personne passe à proximité des magasins que vous avez listés, vous pouvez déclencher en trigger le SMS pour dire venez dans mon magasin avec une offre. Et techniquement, derrière, il y a tout ça. Il faut aller solliciter les plateformes opérateurs pour avoir les données de géolocalisation et puis mettre en place des web services pour aller déclencher dès qu'il le faut la campagne géolocalisée. Donc c'est encore assez nouveau en France. Je crois qu'il y a 4 marques qui l'ont testé. Les premiers tours d'expérience qu'on peut partager, même sans nommer de marque, première, c'est qu'il faut vraiment travailler beaucoup sur la première phase qui est la collecte de l'opt-in géoloc. Pourquoi? Parce que assez naturellement, il y a l'effet Big Brother et les personnes n'ont pas envie de donner spontanément leur opt-in pour être géolocalisé.
Donc il faut réussir à prouver à vos clients que oui, vous avez un intérêt à leur faire confiance et à leur donner le pouvoir d'être géolocalisé pour avoir des bons plans géolocalisés. Mais donc le premier wording de la phrase pour la collecte de la géoloc est très important. Le deuxième, c'est qu'il faut que vous ayez un quadrillage suffisant de la France pour pouvoir avoir du volume sur ces campagnes. Si vous avez que des magasins urbains et que dans 3 villes, ça ne sert pas à grand chose. Et si vous avez 300-400 magasins, ça devient sérieux, on quadrille suffisamment et là on peut déclencher pour avoir suffisamment de volume. Et puis le troisième retour d'expérience, nous on l'a fait à 2 reprises. Le troisième retour d'expérience, c'est qu'il faut que l'offre soit suffisamment appétissante pour pouvoir détourner une personne de son chemin. Ce qu'on dit là, c'est que la personne va faire son trajet quotidien pour aller au bureau, pour aller je ne sais pas où, et qu'on va essayer de la dévier de son chemin pour la faire rentrer dans le magasin. Donc il faut que l'offre soit sur des produits d'achat spontané, il faut qu'il y ait une promo intéressante, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui soit digne de ce nom pour pouvoir dévier mon chemin. Donc ça, c'est la première nouveauté sur le SMS qui est en train d'être généralisée, qui va sûrement être généralisée à d'autres opérateurs en fonction des résultats. Deuxième, pas une innovation, mais c'est un use case qu'on voit de plus en plus. Ça, c'est aux US, un petit annonceur qui est Walmart, qui propose d'utiliser le SMS pour de la géoloc. Donc ça fait bien rire parce qu'à l'heure où on parle de géoloc indoor avec du beacon, avec du Wi-Fi, avec de l'ultrason, avec toutes les meilleures technos du monde, et ben, le bon vieil SMS peut aussi servir à géolocaliser. Et donc ce que fait Walmart, c'est sur des numéros longs, il propose à un consommateur qui rentre dans le magasin et qui veut savoir où sont les chips Doritos, d'envoyer Doritos à ce numéro-là. Et instantanément, par réponse SMS, on lui a dit que bah, c'est dans l'allée 4, rang 8. Donc la personne peut se diriger tout seul avec son SMS. Alors l'avantage, c'est évidemment que 100% des consommateurs aujourd'hui sont équipés d'un téléphone et donc d'une messagerie SMS, donc peuvent faire ça. Là où le beacon, il faut le Bluetooth. Là où le Wi-Fi, il faut avoir le Wi-Fi installé. Il faut avoir l'application de la marque parfois. Donc quand on ajoute les contraintes sur les différentes technos de Geoloc Indoor, on voit que celle-ci s'affranchit de tout ça et permet d'avoir un reach assez large. Donc il y a des discussions en France sur la façon de le faire. Est-ce que c'est sur un numéro court? Est-ce que c'est sur un numéro long? Peu importe, on trouvera des solutions, mais en tout cas, ça permet d'avoir un reach important. Et ça, ce qu'on recommande, c'est évidemment de le faire dans les boutiques suffisamment grandes. Si je suis un magasin de moins de 300 mètres carrés, il n'y a aucun intérêt de faire de la Geoloc par SMS. On demande à un vendeur et ça suffit. Mais sur les grandes superficies, ça peut faire sens. Et puis pour finir sur le SMS, on a remis à jour le baromètre de la pression commerciale. Ça, c'est inédit MMA. C'est chaque semestre, on regarde un petit peu les tendances de croissance de la pression sur les téléphones de nos chers consommateurs. On l'a fait 2 fois et là, on vient de le remettre à jour sur toute l'année 2015. Donc c'est une statistique qui est fournie par Orange et c'est tous les SMS qui sont envoyés pour les experts sur le numéro 36. Donc c'est le numéro court qui est dédié pour les actions marketing en France, théoriquement. Et sur ces 36, en fait, Orange va nous renvoyer chaque mois la vision d'un client Orange qui a reçu au moins un SMS commercial, le volume qu'il a reçu sur le mois. Donc en France, en 2015, en moyenne, un consommateur a reçu 4,7 messages marketing sur son téléphone. Avec évidemment des pics. Les pics, on les connaît, hein, c'est les pics des soldes en janvier, c'est les pics de décembre, où c'est les grosses fêtes de fin d'année, où on atteint 6,4. Donc après, il peut toujours y avoir des débats sur la méthodologie. Est-ce qu'il faut prendre uniquement le 36? Est-ce qu'il faut prendre les 38? Est-ce qu'il faut prendre les multi-opérateurs? C'est une vision qui a le mérite d'exister depuis 1 an et demi maintenant. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir la croissance. Là, ce qu'on voit, c'est qu'en 1 an, il y a eu plus 24% de croissance de pression commerciale d'un point de vue utilisateur. Et ce qui est assez drôle, c'est que c'est à peu près le pourcentage d'augmentation du volume de SMS envoyés par les marques en France en 2015. Donc le SMS se porte toujours aussi bien et il peut être utilisé pour des use cases assez nouveaux comme la géoloc et comme le indoor. Et deuxième pan du marketing, du messaging mobile, l'email mobile. L'email mobile, pareil, quand on a commencé les emailing au sein du groupe 1000 Merci, c'était à 99% des ouvertures desktop. Aujourd'hui, on voit que la part de mobile augmente. Et pareil, on a fait un baromètre pour un peu partager sur cette évolution. Moi, je vois beaucoup de chiffres passer sur le marché. D'un jour ou l'autre, ça passe de 70% des emails sont version mobile, d'autres fois c'est 80%. Quand on regarde aux US, parfois c'est 90%. Pareil, ce qui nous intéresse dans ce baromètre, c'est que c'est une base stable qui évolue dans le temps et qui permet de voir mois après mois l'évolution. Donc là, quand on regarde sur toute l'année 2015 en orange, on voit, c'est une stat inédite qu'on présente aujourd'hui, on voit qu'on a enfin passé la barre des 50% des ouvertures sur mobile.
Alors mobile, c'est mobile au sens large, ça inclut aussi les tablettes. Et donc aujourd'hui, en 2015, plus d'un Français sur deux ouvre ses emails sur mobile et tablette. Et ce qui est encore intéressant, c'est de voir le décrochage par rapport à fin 2014, où on a fait un gap de plus 22% year to year sur cette métrique-là. En termes de clics, la tendance est à peu près la même, mais pas tout à fait la même, parce qu'on a passé la barre des 40% des emails qui sont ouverts sur mobile plus tablette. Pourquoi ce petit décroché? Surtout parce qu'il n'y a pas encore tous les emails qui sont faits en responsive, et donc l'expérience de l'ouverture n'est pas encore tout à fait la même que celle du clic, malheureusement. Y compris post-clic, une fois que j'arrive sur le site n'est pas forcément mobile ou responsive, même si on progresse de plus en plus. Il y a encore beaucoup de boîtes, notamment du CAC 40, qui n'ont pas de site responsive. Ce n'est pas bien. Troisième volet, la push notif, et plus largement la web push et le wallet. On va commencer par wallet, anciennement Passbook, qui est un outil du marketing mobile qui est encore trop peu utilisé par rapport au potentiel que ça a. Et on va vous présenter un cas aujourd'hui qui est le cas de Picard. Un petit rappel, je pense que tout le monde sait dans cette salle ce que c'est. L'idée, c'est de remplacer ce bon vieux portefeuille par un portefeuille digital qui est inclus en natif dans les OS. Alors pour l'instant, Apple a son Apple Wallet. Android Pay, c'est possible qu'en 2016, il arrive en France pour permettre du paiement sur mobile. Et donc, mécaniquement, il y aura aussi la solution de stockage des cartes de fidélité et des cartes de paiement. Et puis pareil pour Samsung Pay. Donc peut-être que l'écosystème n'a pas encore décollé parce qu'il n'y a que Passbook qui portait encore ce message, mais ça sera bientôt chose finie. Et donc on voulait juste partager sur le tour d'expérience Picard. Picard, ça s'y prête assez bien parce que c'est une cible qui est plutôt urbaine et CSP+, et donc plus détenteur d'iPhone que la moyenne. Et l'use case Picard, c'est quoi? C'est dans les emailing qui étaient envoyés à toute la base client sur une opération événementielle. On proposait d'ajouter, uniquement aux personnes qui ouvraient cet email depuis un iPhone, on proposait d'ajouter le Passbook directement pour avoir cette offre en dur sur son smartphone et pas la chercher dans ses emails une fois que je suis en magasin. Donc la première techno qui était utilisée, c'était une techno d'affichage intelligent où j'affiche pas à tout le monde, j'affiche pas à ceux qui ont Android, j'affiche pas à ceux qui ouvrent sur desktop parce que ce serait une mauvaise expérience, j'affiche que aux iPhoneautes. J'affiche aux iPhoneautes. Il y avait un travail qui a été fait par le prestataire qui a réalisé cette solution pour optimiser l'appel au clic. C'est très important pour inciter les personnes à mettre en dur le pass sur leur Passbook. Et une fois que le pass est en dur sur leur Passbook, il y a une mécanique de relance. Donc, premier temps, j'ajoute depuis l'email. Deuxième temps, je fais des relances depuis Passbook. Donc, il y avait une relance à J-15, J-7, J-1 et push de géolocalisation. Donc, les personnes ne pouvaient pas rater le message. Pas possible. Ça, c'était le temps 2. Et puis le temps 3, c'est qu'une fois qu'elles ont utilisé ou pas le coupon en magasin, elles peuvent en plus recevoir des push notifs a posteriori. Donc il ne faut pas voir Passbook uniquement comme un one-shot, il faut voir ça comme un cheval de Troie sur le téléphone de vos clients qui sont consentants évidemment, pour pouvoir, à l'instar d'une base email ou à l'instar d'une base SMS, pour pouvoir engager une relation dans le temps sur le mobile. Et Passbook, c'est une bonne réponse à ceux qui ne veulent pas faire d'app, parce qu'il y en a trop, parce qu'elles ne sont pas assez utilisées, à ceux qui ne veulent pas faire que du SMS. C'est un mi-chemin entre le SMS et l'app Passbook, et bientôt ce sera en plus utilisé par Android. Et je vois monsieur de Air France qui l'utilise bien dans l'aérien, parce que l'aérien, c'est l'une des best practices de cet outil, parce que c'est très utilisé pour avoir des informations sur ses vols et sur les éventuels décalages. Voilà, quelques statistiques. C'est un cas qui a gagné un prix récemment à la Nuit des Rois. Quelques statistiques. Donc, une fois que j'ai cliqué sur le bouton ajouter à Passbook, il y en a 70% qui l'ajoutent réellement. Donc, c'est une part importante. Une fois que je suis en boutique et que j'ai eu Passbook dans mon téléphone, à 40%, je vais l'utiliser. Donc, 40% de transformation. Si on compare avec les autres outils de marketing direct, c'est un KPI excellent. Et puis, il y a des taux de rétention et des ROI mensuels qui sont aussi positifs, et ce qui a valu à ces use cases-là un prix. Deuxième innovation dans la partie push notif, c'est la web push. La web push, on commence à la voir arriver. Il y a déjà pas mal de prestataires qui ont proposé leur solution. C'est un outil à la croisée de la push notification, de l'email et du SMS. Pourquoi la croisée de la push notification? Parce que c'est un petit message qui arrive on top du browser, web ou mobile, un peu à l'instar d'une push notif, un peu à l'instar du SMS aussi, parce que c'est un message très très court qui peut arriver sur le mobile, et à l'instar de l'email parce qu'on est proche du site.
Historiquement, pour schématiser, l'email était assez proche des e-commerçants, des sites web du e-commerce, et le SMS était assez proche du magasin, du retail, parce qu'on faisait beaucoup de drive-to-store. Aujourd'hui, c'est le mélange des meilleurs qui arrive avec la web push. Donc, comment ça marche concrètement ? Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà expérimenté dans la salle, mais c'est un peu la même cinématique que sur la push notification, sauf qu'il n'y a pas besoin d'avoir d'application. C'est ça la force de cet outil. On arrive sur un site, le site d'un annonceur, le site d'une marque. Le premier moment, c'est la collecte de l'opt-in. On ne va pas y couper non plus, et heureusement pour le consommateur, sinon il serait bombardé dès qu'il ouvrirait son navigateur. On va devoir collecter un consentement, et assez proche de la push notification, on va collecter un token qui sera historisé, qui permettra d'avoir une espèce de base de personnes qui sont opt-in au web push. Donc pour les annonceurs, c'est pas simple parce que après l'email, après le SMS, après la push notif, il y a la web push qui arrive. Donc ça modifie encore une fois le modèle de données des bases CRM, mais c'est l'évolution des technos qui veut ça. Et une fois qu'on a collecté cet opt-in, qu'on l'a stocké, on peut envoyer des push notifications sur les navigateurs. Même quand ils sont fermés sur certains. Donc c'est pas forcément quand je navigue, c'est même quand je suis sur mon bureau. Je peux recevoir une petite push notif. Les premiers à le faire, ça a été les GAFA. Vous savez sûrement de Facebook, de Amazon, même de eBay qui fait de la petite web push. Mais on commence à voir des marques de services qui l'utilisent. Et j'ai reçu une web push marketing pour l'instant. Donc on sent que c'est le frémissement. Mais ce qu'on se dit, c'est qu'il y a un potentiel qui est énorme parce que contrairement à l'application, il n'y a pas besoin d'installer son navigateur. Tout le monde a un navigateur par défaut sur son ordinateur, sur son téléphone. Et donc il y a un reach potentiellement qui va être très très important. Alors qu'une application, il faut la télécharger. On a vu que c'était vraiment plus impliquant que simplement ouvrir un navigateur. Donc ça ouvre des belles portes pour tout un tas de monde. Mine de rien, c'est un pour ou contre, il n'y a que 50% des navigateurs aujourd'hui qui sont compatibles. Donc on ne peut pas toucher tout le monde aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que la web push, elle se comprend avec en binôme entre l'OS et le navigateur. Par exemple, Mac, elle a proposé pour Maverick avec Safari assez tôt. Android l'a proposé avec Chrome assez tôt. Mais les jointures entre un OS et un autre navigateur ne sont pas forcément encore opérables. Donc pour l'instant, on peut toucher 50%, mais ce qui est déjà énorme, 50% de navigateurs, parce qu'on parle de web et de mobile. Donc on a vraiment un reach suffisant aujourd'hui pour commencer à faire des expérimentations. L'OTT messaging. Pour finir cette présentation, et après je laisse la parole à cette table ronde. L'OTT messaging, pareil, c'est une grande interrogation de beaucoup de monde parce qu'on a vu la montée en flèche de toutes ces applications de messagerie. On parle presque d'1 milliard aujourd'hui sur WhatsApp, 800 millions d'actifs sur Facebook Messenger, Viber qui est très très fort en Asie avec WeChat. Donc on voit que c'est des volumes qui sont conséquents et donc les marques se disent mais quelle est ma place, moi, marque, sur cet outil qui est très utile par les consommateurs ? Est-ce que je peux leur parler ? Est-ce que je peux faire du messaging en masse ? Pour l'instant, il n'y en a aucune qui ouvertement dit oui, vous pouvez faire du messaging en masse sur mes apps de messagerie. La position, c'est que c'est potentiellement un nouveau canal relationnel, mais que ça va être très très bordé par ces acteurs-là, et qu'on peut faire des tests sur des listes restreintes, mais que ce n'est pas encore l'outil qui va remplacer le SMS dès demain matin. Ce qui est proposé par les marques aujourd'hui, c'est de faire notamment du one-to-one, donc du SAV. Donc, comme une marque parle avec un consommateur, on peut très bien lui envoyer un petit message sur WhatsApp ou sur Messenger, mais en aucun cas, on peut dire j'ai une base de 4 millions de SMS, est-ce que je peux porter cette campagne-là sur WhatsApp parce qu'il n'y a pas forcément de coût opérateur, etc. La réponse aujourd'hui est non, malheureusement ou pas, mais en tout cas, c'est pas possible. Nous, ce qu'on a fait au sein de l'agence que je dirige, on les a carrément appelés WhatsApp. On les a appelés aux États-Unis et leur position est celle-ci, qui est résumée là. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune API publique, aucune API entreprise officielle, même si quand vous tapez WhatsApp Messaging sur Google, il y a tout un tas d'acteurs qui disent mais si, c'est possible, si, on peut le faire, voici les prix, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas de position officielle sur la possibilité de le faire. Ils ont une volonté, ils ont fait une communication il n'y a pas longtemps pour dire qu'ils allaient supprimer l'euro d'abonnement et que ça allait être gratuit. Donc ils sont en train de se poser la question sur le modèle publicitaire, mais en tout cas aujourd'hui ils ne veulent pas en faire. On peut faire des listes de diffusion de 256 contacts pour envoyer des messages. Mais vous voyez bien que vos bases elles sont plus que 256, donc sauf à faire des segments très très nombreux, c'est compliqué. Donc par contre dans un avenir proche ce qu'ils ont dit c'est qu'ils sont en train de bosser avec plusieurs entreprises aux US pour faire des premières expérimentations de messaging.
Donc ils veulent avoir des grosses marques pour avoir une première expérience et pour éviter le bad buzz avec tout le monde qui commence à faire son messaging en masse sur cette application-là. Donc ils font une étude en cours et il n'y a pas de roadmap définie. Donc pour l'instant c'est un peu boîte noire. Il y a des personnes qui expérimentent comme ils peuvent, qui peuvent ça, mais pour l'instant il n'y a rien de très très stable. Nous on a vu quelques expériences en France. Il y a Transavia qui dit faire du SAV sur WhatsApp. On a vu également sur Europe 1 l'émission de ce cher Hanouna qui propose d'envoyer que l'audience envoie un message sur WhatsApp, un numéro de téléphone et qu'ensuite l'émission répondrait à ces personnes. Donc c'est un début de relationnel qui est proposé par cette application, mais avec l'initiative en premier du consommateur. Et ça qui est très important, c'est que c'est une sorte d'opt-in où quand j'ajoute le numéro de téléphone de la marque, de l'émission, ensuite je suis consentant pour recevoir des messages, mais il n'y a pas d'outil derrière, c'est-à-dire que c'est une personne qui va utiliser l'iPhone peut-être de l'émission pour envoyer à tout le monde ce message-là. On l'a vu aussi sur 20 minutes, c'était pendant des matchs de foot, proposer de suivre des lives. Non, c'est peut-être pour le rugby, mais en tout cas pareil, le protocole était le même, c'est je suis émission de 20 minutes, je vais vous débriefer du match, envoyez-moi votre opt-in, votre demande par WhatsApp et puis en plus j'interagirai avec vous. Voilà pour les tendances du messaging mobile. Je vais demander tranquillement à Jérôme et à toute l'équipe de pouvoir venir sur le plateau. Mais donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le messaging mobile, ce n'est pas que le SMS, et que le SMS est encore utile et quelle innovation, mais que c'est aujourd'hui porté par des outils comme le web push, la push notification, passe beaucoup à l'aide, surtout que ça va être déployé sur Android. Et puis, sur toutes ces applications de messagerie instantanée qui vont devenir ce qu'on appelle demain le commerce conversationnel. Et on a hâte d'arriver là. Voilà, merci beaucoup. Alors, on va démarrer peut-être tout simplement en se présentant. Donc Christelle Bureau, donc vous êtes directrice CRM chez La Halle. Peut-être présentez-nous rapidement votre société et qui fait partie, je crois, du groupe Vivarte, qui est un géant. Prenez un micro chacun, allumez-le, ça marche mieux quand c'est allumé. Et présentez-nous aussi en 2-3 mots un peu le périmètre de votre activité. Allez. Bonjour à tous, donc je suis Christelle Bureau, directrice CRM La Halle. Donc La Halle, c'est une société un peu particulière puisqu'elle chapeaute 2 enseignes, La Halle aux vêtements et La Halle aux chaussures, qui font 900 magasins actuellement. La Halle aux vêtements ayant connu une petite période difficile l'année dernière puisqu'on a perdu 40% du parc. Voilà, mais c'est une enseigne qui fait partie des basiques, on va dire, du parc de la distribution de prêt-à-porter puisqu'elle est présente depuis 35 ans. Voilà, et qui est essentiellement implantée en périphérie. Voilà. Le groupe Vivarte, rappelez-nous les autres enseignes. Un groupe Vivarte chapeaute beaucoup d'enseignes, très souvent qu'on connaît. On n'a pas souvent en tête que ça appartient au groupe Vivarte. Donc c'est Nafnaf, Saint-Marina, Cosmo Paris, Minelli, Carole, Chevignon, Koukaï. Voilà, donc c'est de belles enseignes de prêt-à-porter françaises. Voilà, donc c'est vraiment un groupe 100% français. Et un mot sur votre périmètre. Donc vous chapeautez pas le e-commerce, vous êtes focus sur le non, CRM. Voilà, exactement. Moi, ma partie, c'est uniquement le CRM. Peut-être qu'on aura l'occasion de l'évoquer, mais du fait de la taille de notre clientèle et donc de notre base, ça nécessitait d'avoir une personne, et des équipes dédiées, parce que ça nous occupe quand même à plein temps. Très bien, merci. À votre droite, Vincent Fillon. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Qui a allumé son micro. Même question, on va présenter le groupe Air France. Alors, je sais qu'on a beaucoup parlé des chemises chez Air France, mais vous n'êtes pas un groupe dans le textile. on rappelle en quelques chiffres peut-être votre activité. Alors, en quelques chiffres, ça c'est un petit peu peut-être... je pense que tout le monde connaît Air France. En fait, en l'occurrence, c'est Air France KLM. La direction digitale est une direction qui est joint entre les deux. Pour vous donner une petite dimension, Air France opère 1000 vols par jour. Je ne saurais pas vous dire combien de passagers on transporte par jour, j'ai pas ça en tête, mais c'est évidemment une airline major. À titre personnel, je fais donc partie de la direction du digital. Mon rôle, c'est le développement, la stratégie, le développement des solutions mobiles. Donc, comment on adresse le client mobile chez Air France.
Il y a évidemment une composante commerciale, mais il y a aussi et beaucoup une composante servicing, puisque le mobile, c'est une opportunité pour nous d'être dans la poche du client quand il voyage et donc de garder le contact avec lui. Et puis, par définition, dans le tourisme, le client est mobile, puisque vous le transportez Exactement. sur des milliers de Voilà. kilomètres. Donc c'est pour ça que je pense que nous, on peut dire que notre app, on a l'impression qu'elle sert à quelque chose. On a une base installée de 2,5 millions d'utilisateurs. Et on va en parler dans quelques minutes. Voilà. À votre droite, Fatima Bouelalem, bonjour. Qu'on a vu déjà il y a quelques mois sur la table ronde sur la notification. Alors vous êtes responsable marketing mobile chez BNP Paribas. BNP Paribas, est-ce qu'on doit vous présenter? Vous êtes quoi, la plus grande banque française aujourd'hui? Une des plus grandes banques françaises, effectivement, avec 2200 agences. J'ai en charge aussi les applications pour Hello Bank. Donc Hello Bank, c'est 237 000 clients cette année. Pour une banque qui a 2 ans et demi, c'est énorme, donc on en est très fiers. Voilà, et pour ma part, je suis en charge des applications mobiles, tablettes évidemment, pour ces deux marques. Très bien. Alors on va démarrer notre discussion et on va peut-être parler d'emailing, de SMS. Martin a expliqué que c'était encore extrêmement utilisé. Christelle, au sein du groupe Vivarté et notamment de la Halle, quels sont vos usages en matière de messagerie mobile? Est-ce que le SMS est en train de remplacer l'email ou tous ces leviers traditionnels mobiles coexistent? Alors, pour le moment, on fait coexister les deux. De plus en plus, on remplace le SMS le SMS remplace l'email. Pourquoi alors? Parce que dans le prêt-à-porter, je pense que vous devez tous le savoir, parce que vous devez recevoir, comme on a pu le voir, forcément un des 4,7 messages par mois. On mène très souvent des opérations one-shot sur un bloc week-end et on s'est aperçu, force d'expérience depuis à peu près 6 mois, que les taux de retour étaient vraiment différents, la conversion était meilleure lorsqu'on passait sur un canal SMS, pur SMS. Alors, l'idéal est le combo email plus SMS, ce qui permet d'apporter de la richesse, de l'information, de mettre en avant les produits et puis de faire une relance sur le contenu de l'offre. Mais de plus en plus, on fait uniquement des campagnes SMS. Alors, dans votre cas, on rappelle, on ne parle pas de m-commerce, on parle bien de commerce et d'envoyer des clients en point de vente. Alors, on envoie globalement des clients en point de vente ainsi que sur le site. Alors, on évoquait tout à l'heure le cas de la journée de la femme de cette semaine, qui a eu lieu mardi dernier. On a fait une campagne email pour présenter cette offre qui a été relancée par une campagne SMS. L'offre était valable une journée. On a eu un indice de progression de chiffre d'affaires sur une journée de 400 sur le web versus à peu près 180 en magasin. Donc vous avez fait x4 sur le web grâce exactement. À une campagne SMS. Oui, exactement. C'est plutôt un bon chiffre. Voilà. Non, mais voilà, c'est à titre d'exemple. Donc tout dépend de l'offre, tout dépend de la durée de validité de l'opération. En l'occurrence, la journée de la femme, c'est une journée, c'est un mardi, donc forcément toutes les femmes ne pouvaient pas se jeter dans nos magasins pour venir acheter les produits et en bénéficier, d'autant plus que nous sommes situés en périphérie ou en centres commerciaux, donc c'est pas forcément évident pour nos clientes. D'accord, donc en tout cas pour vous, le SMS est clairement un format d'avenir. Je crois même que vous travaillez sur un concept de SMS enrichi. Exactement. Et ça pourrait devenir à moyen terme votre principal outil de communication? Exactement, l'objectif c'est de tester de plus en plus, en tout cas de commencer à tester le SMS en version enrichie pour remplacer complètement l'email. Voilà. Donc, oui. Concrètement, c'est quoi? Ce serait des images, des cartes dans les SMS? L'idée, ce serait de remplacer la création qu'on fait par email, donc en version, ça peut être en version responsive, mais de faire en sorte qu'elle soit accessible à partir du SMS via un lien. Voilà. Et ça peut paraître contre-intuitif d'investir dans un format relativement coûteux comme le SMS au détriment de l'email qui est a priori gratuit. Vous vous y retrouvez financièrement? Exactement. C'est exactement ça. En fait, quand on fait nos petits calculs, on s'aperçoit qu'en termes de conversion, chiffre d'affaires additionnel, donc à la finale du ROI, c'est plus rentable. Et je pense que toutes les enseignes de prêt-à-porter maintenant ont ce même objectif, c'est d'essayer de faire des campagnes rentables. Vincent, on reçoit aussi beaucoup de SMS et d'emails quand on est client Air France. C'est quoi aujourd'hui votre utilisation de ces leviers chez Air France? Alors, je pense qu'il faut la distinguer entre deux usages. Il y a un usage plutôt commercial, où là, on va avoir tendance à plutôt rester sur l'email et la push notif.
Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait maintenant depuis quelques mois. Alors, on parlera de la push notification juste après. Hein, D'accord. Et en tout cas, voilà, donc pour la partie campagne commerciale, on va plutôt avoir tendance à faire des emails. Par contre, effectivement, pour tout ce qui est service opérationnel rendu au client, là, on va en général doubler l'email d'un SMS. En fait, on va essayer d'être là où le client est et on va essayer de le contacter sur le point de contact qu'on arrive à avoir. Il faut savoir que notre particularité, c'est qu'on a quand même énormément de clients qui sont vendus par de la vente tierce, sur lesquels on ne maîtrise pas forcément super bien les informations clients qui nous sont données. Et donc, notre but, c'est, voilà, sur les informations opérationnelles, d'essayer de toucher le client avec les informations qu'on trouve dans son dossier de réservation fait par une agence de voyage. Donc voilà, typiquement, et du coup, le point de contact, c'est le SMS plus que l'email ? Alors, on fait les deux, en fait. On fait les deux. Si on a un numéro de téléphone et une adresse email, on envoie les deux. Si on n'a qu'un numéro de téléphone, on envoie un SMS. Voilà. D'accord. Mais est-ce que pour vous, le SMS est un levier en croissance ou qui a tendance à plutôt décliner ? Alors, alors il a plusieurs défauts, le SMS. Enfin, il a un gros avantage, c'est qu'effectivement, tout le monde a un téléphone dans sa poche. Il a plusieurs défauts. D'abord, c'est son coût, quand même, qui est assez élevé quand on parle de choses qui ne sont pas commerciales et sur lesquelles il n'y a pas de ROI, mais juste de la satisfaction client. Donc, il y a un certain coût. Et il a un autre défaut, quand même, c'est qu'il est assez inerte. C'est-à-dire que, finalement, voilà, à part mettre un lien... cliquable, alors que effectivement, c'est pour ça qu'on y préfère nous les push notifs, c'est ce qu'on essaie de développer, qui permettent de vraiment d'atterrir par exemple dans l'app au bon endroit pour le client et de cette information qui a été décrite en quelques mots, de la matérialiser par un vrai écran qui permet au client de bien comprendre. C'est important chez Air France de bien atterrir, j'imagine. Voilà, exactement. D'accord. Donc voilà, donc tout ça pour dire, effectivement, notre but, en tout cas, ce qu'on essaie de faire en ce moment, c'est de substituer autant que faire se peut le SMS par la push notif et la nouvelle app Air France qui est sortie hier, tout le monde s'en est rendu compte. Et on en parlera dans un instant. Oui, mais permet effectivement de recevoir les push notifs opérationnels et donc de s'affranchir du SMS et de plutôt passer à la push notif pour les gens qui ont l'app. Pour les autres, évidemment, il reste le SMS. Fatima, on a beaucoup parlé de SMS et d'emailing. Quel est l'usage de ces leviers chez BNP Paribas et Hello Bank ? Alors, dans l'usage de la banque, c'est un peu différent parce que c'est vrai que le SMS est plutôt là pour réassurer le client sur une action qu'il vient d'effectuer ou sur de l'alerting qu'il a lui-même défini, mon solde, mes 3 dernières opérations, etc. Donc, c'est vraiment lui qui va paramétrer le type de SMS qu'il souhaite recevoir. Ce qu'on constate aujourd'hui, en tout cas chez BNP Paribas et surtout chez Hello Bank, c'est que de plus en plus, le client fait le choix de passer du SMS à la notification. Donc aujourd'hui, on a réduit notre volume de SMS de 25%. On n'a pas cet enjeu, nous, d'envoyer le client en agence via du push SMS. On utilise plus le push notif, on l'a vu il y a quelques mois avec le beacon. Donc c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Et donc le SMS, chez BNP Paribas, en tout cas, a vocation plutôt à décliner. Un déclin qui s'explique notamment pour des questions financières ? Non, parce que l'usage évolue et parce que nos clients ont de plus en plus, pour la plupart, l'application sur leur smartphone et donc préfèrent maîtriser le souhait de recevoir ou non des notifications. Donc ils ont la main dessus et ça c'est vraiment un souhait de nos clients puisque on a fait plusieurs études auprès de nos clients qui ont démontré qu'effectivement le client souhaite maîtriser le type de message qu'il va recevoir. Et aujourd'hui, des notifications au sein de l'appli, ils peuvent les paramétrer eux-mêmes. Et donc forcément, voilà, ils maîtrisent la communication qu'on leur envoie. Alors très bien, on va parler rapidement des applications et notifications. Christelle, chez La Halle, où en êtes-vous sur ces projets de développement d'applications ? On en est loin. On en est loin. Non, on l'envisage parce que du fait de la taille de la base, la fréquence des communications, il faut savoir qu'on envoie en moyenne à minima 1 million de SMS par mois. Donc, sur La Halle aux vêtements, La Halle aux chaussures. Donc ça fait quand même un sacré budget, même si on essaie de le cibler, on a une taille de base qui fait que ça reste un budget très important et donc on envisage tout doucement de réduire ce budget SMS pour passer sur d'autres solutions. Après, comme vous l'indiquiez, c'est une question d'usage, une question de souhait des clients et c'est sur cette partie sur laquelle on a quand même pas mal d'interrogations. Voilà. Du fait quelles sont ces interrogations ? C'est que vos clients ne sont pas forcément tous équipés d'un smartphone Voilà, exactement. On a déjà envisagé d'autres solutions via la famille des iPhones. Le problème, c'est que du fait du profil de nos clients, on n'a pas suffisamment de clients qui sont équipés. On peut parler d'une clientèle peut-être un petit peu plus populaire que celle qui prend l'avion ? Oui, on peut le dire, tout à fait. Non, mais c'est le cas. Même si je pense que La Halle
et puis du fait du changement de comportement des clients, il n'y a pas un profil type maintenant. On reste quand même sur une offre qui est accessible au petit portefeuille, au moyen portefeuille. On a un profil de client moyen et de ce fait, on a une clientèle qui va peut-être pas forcément s'équiper d'un iPhone. Donc ça limite certaines solutions et voilà. Et malgré la démocratisation des smartphones Android, qui sont maintenant accessibles pour à peine une centaine d'euros, vous n'avez pas le sentiment que le parc est encore à maturité pour l'application ? Le problème, c'est que pour l'instant, on est à travers des chemins. C'est qu'on est sur un équipement de nos clients qui est moite-moite. Donc voilà. C'est compliqué pour nous en termes d'investissement. Donc je pense qu'on va faire des tests et on verra vers quoi on s'oriente. Très bien. En tout cas, c'est un projet pour les prochaines années. En tout cas. Oui, complètement. Très bien. Alors Vincent, donc vous nous parliez d'une nouvelle application Air France, parce qu'évidemment chez Air France, vous avez depuis longtemps misé sur l'application et les push notifications. Pour vous aujourd'hui, c'est ça le principal mode de communication avec vos clients ? Alors ça l'est pas aujourd'hui, que soyons clairs, ça l'est pas aujourd'hui. Après, effectivement, on voit beaucoup d'avantages à la push notif par rapport au SMS. On en a parlé, il y a le coût, on en a parlé aussi, il y a le fait de pouvoir atterrir sur l'application et de pouvoir faire des actions qui correspondent au message qu'on reçoit. Par exemple, j'ai un message qui m'indique que mon vol est en retard. Je peux atterrir sur l'application, sur la page qui me permet de choisir éventuellement un autre vol ou d'effectuer des opérations. Et il y a un troisième avantage, c'est qu'on peut aussi créer dans l'application une boîte, un réceptacle qui permet de regrouper les notifs. La notif, elle a comme le SMS d'ailleurs, a ce défaut un peu de s'évaporer. Donc ça impressionne le client quelques secondes. Puis après, en fait, on se dit il y a Air France qui m'avait dit quelque chose, je crois, il y a une promo qui a été lancée. Et le problème, c'est quand les SMS, par exemple, ils sont tous mélangés et les gens doivent scroller Alors qu'effectivement, avec la push notif, on peut aussi régénérer dans l'app, dans le contexte Air France, quand le client veut retourner voir ce qu'Air France a essayé de lui dire, on peut régénérer effectivement ce message et lui permettre de tomber sur ses pieds, quoi. Alors cette qualité dans la relation client, je crois que ça vous inspire pour des projets de services de conciergerie. Alors oui, donc aujourd'hui en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'on arrive à peu près à faire, et encore, tout ça est en courte finale, on va dire, mais est en train d'arriver, c'est de la personnalisation, mais un peu de masse, selon des règles un peu préétablies. Les clients du vol AF, machin, qui est en retard ou qui est en avance, on va dire, pour une fois. Ça arrive jamais, ça. Donc c'est pas vraiment, c'est contextualisé, mais c'est pas non plus de la communication vraiment one-to-one. La prochaine frontière à laquelle on se heurte un peu, c'est comment on parle en one-to-one à nos clients sur leur mobile. Et l'exemple effectivement sur lequel on travaille en ce moment, c'est un service de conciergerie qui a été mis en place pour l'instant en pilote pour nos clients qu'on appelle top tier, c'est-à-dire vraiment les meilleurs clients d'Air France, et donc à qui on propose d'avoir un service de conciergerie permanent. Et cette conciergerie, elle doit discuter avec ses clients qui sont en général des gens extrêmement occupés, qui sont des gens qui ne lisent pas leur mail eux-mêmes. Et donc ça génère un certain nombre de contraintes sur la façon dont on peut leur parler, quoi. Et donc finalement aujourd'hui, à peu près le seul moyen vraiment encore efficace, c'est de les appeler et de leur dire quand est-ce qu'on peut les rappeler à un moment où ça les dérange pas. D'accord, donc par une communication vocale. Voilà. Parce qu'il y a un vrai, derrière la conciergerie, il y a un vrai humain. C'est un service vraiment très haut de gamme, donc il y a un vrai humain derrière qui s'occupe des besoins du client. Et donc voilà, donc notre prochaine frontière un peu, c'est d'arriver dans le cadre de cette conciergerie à créer un canal de communication one-to-one efficace. Avec tout simplement une communication téléphonique vocale. Le but, c'est de s'affranchir de cette communication téléphonique vocale qui n'est pas très pratique, surtout quand les gens sont à l'autre bout du monde et que ça génère des contraintes très fortes sur les horaires de service, on va dire, pour nous. Et donc plutôt d'arriver à trouver un moyen de les toucher, mais pas par mail. Par SMS, c'est pas génial. C'est pas très pratique en fait. Et donc il faut trouver le moyen suivant. Et vous avez trouvé ou pas encore ? Alors on cherche. Donc pour aujourd'hui c'est un chantier qui est plutôt ouvert. On a eu quand même des espoirs sur Facebook Messenger. Parce que donc Facebook Messenger en gros ouvre des API et on va peut-être y venir, mais enfin effectivement permet à des entreprises commerciales d'imaginer utiliser cette application pour parler avec ses clients. Aujourd'hui, les conditions dans lesquelles Facebook propose ce deal sont un petit peu rudes pour nous, c'est-à-dire qu'en gros,
soit on joue avec eux et on joue vraiment la totale, et on pense que le volume généré de contacts par les clients va être important, soit on joue pas. Et donc Facebook Messenger, c'est une piste qui pour nous est une piste intéressante, mais pour l'instant encore pas complètement mûre. Et donc à la fin, on en arrive à se dire finalement, il faut peut-être faire une messagerie one-to-one dans l'app. Mais bon, voilà, c'est pas forcément ce à quoi on voulait en venir au début. Je crois que Fatima est arrivée à la même conclusion depuis longtemps. Depuis longtemps. C'est un peu différent. Alors, donc, parce oui, que même nous, question. On a déjà des moyens de communication one-to-one avec nos clients, puisqu'on a du chat intégré sur nos sites internet et sur nos applications. Donc c'est vrai que le chat permet cet échange avec un vrai conseiller. Mais Alors, même chose, on a les contraintes horaires qui nous obligent à trouver peut-être d'autres moyens de pouvoir échanger avec nos clients. Puis on rappelle que vous évoluez dans un contexte sécuritaire peut-être un Oui, peu en plus élevé plus. que les autres sociétés, C'est avec sûr. beaucoup de banques aussi qui sont victimes de campagnes de phishing, ces campagnes où on envoie massivement fait. des mails pour essayer d'hameçonner des clients en se faisant Exactement. passer pour la banque. Donc du coup, vous avez plus ou moins renoncé à l'emailing traditionnel pour le transactionnel avec vos clients, c'est ça? Alors, pour le transactionnel, tout passe par la messagerie sécurisée. Donc, après authentification, le client a accès à une messagerie, donc, soit sur le site internet, soit sur son application. Donc, là, tout le transactionnel passe par là. Ensuite, on fait quelques promotions, on se teste un peu sur Hello Bank. Malheureusement, de l'emailing sans lien cliquable, forcément, c'est moins efficace. Donc, on se rend bien compte que c'est limité. Voilà, on se bat avec la sécurité de BNP Paribas pour qu'ils acceptent un petit lien qui renverrait sur juste une landing page. Et même ça, c'est assez complexe. Donc aujourd'hui, on s'appuie beaucoup effectivement sur le chat. On essaye de plus en plus de faire en sorte que le client converse avec la marque, avec un conseiller, donc avec la marque en entrant en relation sur Hello Bank. Lorsque vous devenez client via l'application, vous avez l'impression d'échanger avec une personne. Et au final, derrière, c'est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que vous allez vraiment avoir un système de bulles comme les messages, et vous allez communiquer avec Hello Bank. Donc ça, de plus en plus, on teste ce genre de technologie. Évidemment, on s'intéresse aussi à Facebook Messenger. On en parlera juste après, mais en tout cas aujourd'hui, votre usage de l'application, vous en parliez, c'est surtout pour faire des économies, donc arrêter le SMS, faire de la push notification. Et on rappelle qu'aujourd'hui, la majorité des clients BNP Paribas et Hello Bank sont équipés d'une appli. Voilà. C'est quoi à peu près le parc? Alors, 70% de nos clients sont sur mobile, sur des smartphones. Après, la majorité plutôt sur iOS. Donc, ça facilite effectivement les solutions. C'est pas l'abandon du SMS pour des raisons de coût. Alors, évidemment, on fait une économie parce que voilà, moins de SMS. C'est surtout l'usage qui évolue. Voilà. Donc effectivement, on est de plus en plus à la recherche de solutions au travers les applications mobiles. D'accord. Donc, c'est des usages à la fois de communication un peu massifs pour l'ensemble de vos clients. Oui. Et évidemment, ce que vous disiez, c'est cette conversation un peu one-to-one dans le cadre classique d'une relation entre une banque et ses clients. Exactement. Vous auriez quelques cas d'usage ou quelques chiffres à partager avec nous? Alors, des chiffres, non. Enfin, en volume, oui, on est à plus d'1 million, évidemment, de notifications envoyées sur nos applications. Pardon ? Par jour, par mois ? Je dirais par mois, pas par jour, évidemment, par mois. On teste aussi. Très récemment, on a lancé une application dédiée au dos Opéra. C'est une application qui est dédiée à une agence qui est un peu vitrine de l'innovation. Et là, clairement, on teste le push notif parce qu'on a mis en place des bornes NFC. Et on voit clairement que l'usage s'oriente vers les notifications. Donc, on en fait de plus en plus. On teste une autre technologie. Aujourd'hui, je peux le dire, on passe par AxeEngage sur nos applications. Et on teste autre chose sur le dos Opéra. Voilà. Vous ne pouvez pas nous dire ce que c'est ? Le test, oui. C'est Redshift, en fait, une solution avec une agence qui s'appelle Redshift. D'accord. Voilà. Ces outils, vous les utilisez aussi pour envoyer des gens en agence ou faire des focus group, je crois, chez BNP Paribas? Oui, effectivement. C'est pas que pour le digital?
Non, on s'en sert pour faire des recrutements, puisque sur Hello Bank, on co-crée l'application avec nos clients. Donc très souvent, on recrute nos clients sur l'application, hein, puisque voilà, c'est plus simple. Donc on envoie du push notif. Les notifications restent assez statiques, hein. Voilà, je clique, j'arrive sur un contenu voilà, que j'aurais prédéfini, je m'inscris, je participe à la Hello Factory. Donc c'est ces ateliers de co-création. Et c'est lors de ces ateliers aussi qu'on voit bien que les clients, finalement, là où on pensait que la notification était très intrusif, finalement, ils préfèrent. Ils trouvent que le SMS, c'est un usage très personnel, c'est l'échange avec mes amis, etc. Mais avec une marque, on préfère voilà, la notification parce que je décide ou non de la consulter. Voilà, en un simple swipe, voilà, je peux la zapper. Donc, et vous n'avez pas trop de clients, justement, qui refusent les notifications? Alors, après, encore une fois, oui, évidemment, on collecte l'opt-in, mais je dirais que par rapport à notre masse de clients, on est plutôt bien. On arrive à quand même adresser pas mal de nos clients. Encore une fois, il a la main, donc il va dans son profil, il peut décider de désactiver les notifications. Donc voilà, c'est vraiment à la carte. D'accord. Un mot peut-être sur les mobile wallets dont parlait Martin il y a quelques minutes. C'est vrai que c'est un levier un petit peu intermédiaire, peut-être moins lourd à déployer qu'une application. Christelle, vous avez étudié ce levier, peut-être dans le cadre de la dématérialisation des programmes de fidélité? Oui. oui, mais en effet, ça rentre dans le cadre des choses qu'on est en train d'étudier. Donc malheureusement, je vais pouvoir vous en dire beaucoup. Il est clair que voilà, il faut qu'on arrive, en tout cas au sein de la halle, il faut qu'on arrive à trouver un moyen pour essayer de réduire la pression commerciale qu'on peut exercer actuellement sur nos clients, même si on essaie de limiter l'usage des SMS. On est en termes d'email mobile, on arrive, je pense, à saturation parce qu'on est en moyenne entre 4 campagnes d'email par semaine. Les SMS, on est en moyenne à 1 à 2 campagnes par mois. Donc voilà, il faut qu'on arrive à trouver d'autres solutions pour pouvoir... Ouais, exactement. Quelle proportion de vos clients sont équipés de cartes de fidélité? En taux d'équipement... on est, sans donner trop de chiffres, mais on a encore une petite marge. Ouais, non, on est plus de 60%. Voilà. Mais on a une grosse marge encore de progression. Voilà. En volume de clients, c'est très important puisqu'on est au-delà des 5 millions de clients. D'accord. Voilà. Vincent, Air France a aussi un programme de fidélité très avancé. Vous avez aussi beaucoup d'usage du mobile wallet. Pour vous, Martin dit que c'est un levier souvent un peu négligé, sauf par les compagnies aériennes. Vous confirmez? Alors, mon temps de parole est écoulé, j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Donc, je sais pas, je vais emprunter si vous peut-être. Hop, merci beaucoup. Oui, alors, l'usage qu'on fait du wallet, il est double. Le premier, c'est effectivement de stocker la carte d'embarquement des gens une fois qu'ils sont enregistrés dans le wallet. Parce que c'est pratique, c'est-à-dire que le jour du voyage, ils vont voir directement sur l'écran d'accueil de leur téléphone, l'écran système, cette carte d'embarquement s'afficher, ils n'ont qu'à la swiper pour qu'elle s'affiche sur le téléphone et qu'on la passe. Donc c'est très pratique, c'est une vraie valeur ajoutée, on va dire, pour les clients dans ce moment un peu stressant et compliqué. Y compris sur sa smartwatch, hein, parce que certains effectivement, on récupère la carte d'embarquement sur la montre. Et effectivement, on a aussi développé ça sur l'Apple Watch, et puis la version Android est en train d'arriver aussi de la Watch. Et le deuxième usage, c'est effectivement la carte virtuelle Flying Blue. Alors aujourd'hui, on est un peu dans les premiers pas, c'est quelque chose qui a été fait depuis l'app, où on peut exporter sa carte Flying Blue dans le wallet et s'en servir ensuite tout simplement pour rentrer au salon ou pour faire valoir ses droits, on va dire, liés à son statut Flying Blue. Et cette partie-là est en train de vraiment se développer. On est en train un peu de renverser, on va dire, les choses sur la partie carte Flying Blue et plutôt de driver ça depuis le wallet plutôt que de l'app. Voilà. Fatima, il y a des millions de Français qui ont une carte bancaire BNP Paribas ou Hello Bank. Est-ce que ça sera prochainement dématérialisé dans les mobile wallets également? Alors, c'est en cours d'étude. On a commencé une expérimentation, comme je vous le disais tout à l'heure, sur l'agence d'Opéra, où on a mis en place deux bornes NFC, donc, qui proposent du couponing, donc des réductions dans le quartier d'Opéra. Et il s'agit d'une borne de dons, en fait, faire des dons à des associations. Et donc tout ça, pourquoi? Pour justement habituer nos clients à l'usage du NFC sur leur carte bancaire. Donc ils se rendent sur cette borne, ils vont poser leur carte bancaire sur les coupons qui les intéressent, et les coupons sont automatiquement chargés sur leur application de Opéra. Donc là, c'est on va dire le premier
les prémices de la dématérialisation en fait, et du coupon de réduction et de l'usage du NFC. Donc bien évidemment avec Android qui annonce le NFC d'ici fin d'année, c'est quelque chose sur lequel on travaille actuellement. Donc pas d'annonce pour 2016 ? Des surprises pour 2016. Voilà. Pour la deuxième partie. C'est ça. Faudra qu'on vous réinvite. Alors, je vous propose de terminer cet échange sur peut-être des sujets un peu plus prospectifs. À nouveau, Martin faisait allusion au boom des messageries avec, pour certaines, près d'1 milliard d'utilisateurs par mois. C'est absolument considérable. C'est des nouvelles opportunités, tant en matière de business que de relations clients. Chez Laal, quel regard vous portez sur toutes ces applications? On parlait de WhatsApp ou de Messenger, puis même au-delà de ça, peut-être une stratégie qui s'appuierait sur les réseaux sociaux. Vous allez faire quoi sur ces environnements? Je crois que vous avez un projet dans la visio, non? Je me trompe? Il y a un proof of concept. Ouais, parce que je ne suis pas forcément le détailler, mais c'est... Le répétez pas alors. Non. non. Mais c'est vrai qu'on envisage sur cette partie-là également, tout ce qui est accompagnement, service client, d'essayer de dématérialiser la relation. Actuellement, on est sur un système qui est assez basique. On a une hotline téléphonique. On a à peu près un peu moins d'une dizaine de personnes qui gèrent du lundi au samedi les appels clients. Et en termes de... Et même comme ça, on n'arrive pas forcément à absorber les demandes, le suivi, la gestion des dossiers. Donc c'est clair que de passer sur des solutions dématérialisées permettrait un gain de temps, mais aussi un gain en termes de satisfaction client. Parce que actuellement, on a encore un certain nombre de clients qu'on n'arrive pas à traiter dans les meilleurs délais. Pour des questions matérielles, humaines, exactement, financières. Humaines, exactement. Temps humain, le fait de traiter, il y a des choses qu'on ne peut pas complètement automatiser. Le temps de traitement d'un dossier en litige nécessite d'appeler un magasin, nécessite de retrouver l'information. Et ça, quelles que soient les solutions que vous allez mettre en face, vous n'allez pas pouvoir réduire ce temps. Par contre, d'essayer de gagner du temps en termes de contactabilité, laisser la possibilité aux clients d'avoir accès plus facilement à ce service après-vente permettrait d'optimiser notre qualité de service. Et quand on parle d'intelligence artificielle, par exemple, pour automatiser partiellement cette relation client, c'est de la science-fiction pour vous ou ça pourrait être une réalité prochainement? Ça reste encore un peu de la science-fiction, on va dire, parce que je pense qu'on a... ça sous-entendrait d'être suffisamment mature sur d'autres sujets, sur nos procédures, sur notre traitement de clients. Voilà. Et on n'y est pas. C'est vrai que le service client, ce n'est pas notre cœur de métier. À la base, on est distributeur de prêt-à-porter. Donc on attend de nous d'avoir surtout de proposer une offre de produits derrière, d'avoir un bon prix, un bon rapport qualité-prix, du service bien entendu, mais le traitement des clients, la différence des deux personnes qui m'accompagnent aujourd'hui, c'est pas forcément notre cœur de métier. Voilà. Très bien. Vincent, vous rappeliez en introduction que vous êtes le groupe Air France KLM. Et je crois que chez KLM, ils ont des expérimentations intéressantes aujourd'hui avec la messagerie instantanée, avec Messenger. Je crois que vous pourriez nous en parler Absolument. Donc vous avez peut-être vu, c'est pas mal paru dans la presse. KLM, en fait, notre directeur Chalin Smith qui est Air France KLM, mais on a choisi de commencer par KLM qui a toujours été en pointe sur les réseaux sociaux, a donc lancé ce partenariat, a été une des premières entreprises donc avec Messenger, c'est ça? Avec Facebook Messenger, voilà, a utilisé Facebook Messenger via ses API pour un usage de servicing. Une des premières entreprises au monde à profiter de cette ouverture de Messenger. Absolument. C'était quoi leur réflexion? Alors, la réflexion de KLM, alors c'est la même que celle d'Air France. Notre stratégie, c'est d'essayer d'être là où est le client. Donc c'est pour ça que la messagerie in-app, c'est quelque chose on va devoir s'y résoudre, mais ce qu'on préférerait, c'est être là où le client est. Et donc là, en l'occurrence, c'est vraiment dans cette stratégie-là, se dire finalement, si les gens préfèrent communiquer avec nous via Facebook Messenger, ils peuvent l'indiquer à un moment ou à un autre de leur parcours de réservation, et ensuite recevoir leur carte d'embarquement, leur confirmation de réservation, recevoir toutes les informations via Facebook Messenger. Ça implique aussi que sur la page Facebook de KLM,
Il y a donc maintenant la capacité pour quiconque se connecte de nous envoyer un message privé. C'est ça, c'est pas exclusivement mobile, c'est désormais mobile et web. Absolument, c'est tout canal. Et donc du coup, il y a le pendant, on va dire, de pouvoir utiliser Facebook Messenger pour nous pousser des informations aux clients, c'est que le client, tout client, et de façon non filtrée, on va dire, peut effectivement maintenant contacter KLM en message privé. Et donc Facebook Messenger estimait que ça générait une augmentation de l'ordre de 10% du volume de sollicitation des marques. Dans l'aérien, je pense que c'est sensiblement plus. Je ne vais pas vous donner de chiffres. En tout cas, on était très loin des plus 10%. Vous avez été un peu débordé par cette application et on est bien au-delà des 10%. Disons qu'il y a eu un temps d'ajustement du niveau des ressources nécessaires comme on pour dit traiter. Non, vous avez été surpris par la simplification de la communication avec les clients a déclenché en fait une masse de messages que vous n'aviez peut-être pas anticipé. Donc toute la question, c'est finalement combien de clients ne nous contactent pas via Facebook parce que le message qu'ils vont nous faire va être public au début et c'est seulement la fin de la conversation qui passe en privé dans le cadre du servicing mobile, enfin du servicing médias sociaux, pardon. Et donc en l'occurrence, avec ce nouveau bouton Messenger, ils peuvent faire ça entièrement de façon privée. Et ben, ça génère quand même une augmentation très significative des sollicitations. Alors très significative, du coup, vous temporisez un petit peu pour le proposer aux clients Air France ? Alors pour Air France, du coup, on temporise un petit peu, ouais, tout à fait. On laisse c'était un pilote, c'était une première mondiale, et donc du coup on laisse mûrir un peu l'expérience. Après, je doute que de toute façon ce soit quelque chose qu'on puisse vraiment contourner dans le futur. Alors l'une des solutions peut-être pour faire face à cet afflux de messages, ce serait, comme le proposait Fatima, de travailler sur l'intelligence artificielle et d'automatiser une grande partie de ces relations clients. C'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez également ? Alors, c'est à l'étude. Je ne suis pas le plus calé sur ce sujet, mais c'est à l'étude. Je pense que c'est vraiment bien dans le cadre d'une discussion un peu commerciale, avant-vente, inspirationnelle, etc. Quand on fait du servicing et que les clients se plaignent de quelque chose, il faut quand même être sûr de son coût. Il ne faut pas que le text mining se plante et propose quelque chose au client qui va être pire que le mal, quoi. Donc voilà. Donc pour l'instant, c'est un peu on a un œil dessus. Ça reste de la R&D. Et pour le service de conciergerie dont vous nous parliez, c'est aussi une option envisageable ? Alors là, la conciergerie, c'est vraiment du tailor-made. Voilà, ça va à l'inverse du raisonnement. Là, c'est vraiment du tailor-made fait par des humains pour des humains. Donc là, il n'y aura pas d'automatisation sur ce service-là. D'accord. Alors parmi les promesses aussi de ces nouveaux environnements, de ces nouveaux écosystèmes ouverts, il y a la possibilité peut-être aussi de gérer des paiements. Ça a commencé sur Messenger. C'est des choses que vous regardez également, de payer son billet d'avion via un partenaire. Alors, c'est la même stratégie. Le but, c'est d'être là où le client est et donc de lui proposer le moyen de paiement qu'il souhaite utiliser. Ça recouvre toute une galaxie de moyens de paiement sur lesquels on en a énormément, mais pas encore. Enfin, on est loin de tous les avoir. Pour information, sur Air France, on a lancé PayPal il y a seulement quelques semaines. Donc voilà. Et donc en l'occurrence, pour l'instant, c'est pas spécialement le sujet principal de focus sur ces outils-là. Le paiement. D'accord. Une petite question, on parle beaucoup des applications de Facebook, effectivement Messenger et WhatsApp, mais on voit, Martin l'a rappelé également qu'en Asie, des applications comme WeChat ou Viber se développent énormément, aussi avec des centaines de millions d'utilisateurs. Pour un groupe international comme le vôtre, qui dessert notamment de nombreuses villes en Asie, est-ce que vous avez également des réflexions, des expérimentations avec ces acteurs asiatiques ? Alors, donc, on a effectivement une plateforme de social media servicing qui est située en Asie et qui utilise les médias sociaux asiatiques. Il me semble que WeChat est un petit peu en avance de phase par rapport à Facebook aujourd'hui. Oui, alors peut-être. En tout cas, là où je voulais en venir, c'est que pour vraiment le développement de nos outils et de l'app, etc., on n'en est pas encore au niveau de maturité d'atteindre ces outils-là, on va dire. Ils sont utilisés par les plateformes, par les agents qui font des médias sociaux en Asie. Par contre, dans l'appli, on n'en est pas là. D'accord. En tout cas, dans votre veille concurrentielle, vous voyez, j'imagine, des compagnies aériennes asiatiques ou peut-être américaines qui sont déjà très actives sur ces environnements ? Oui, absolument. D'accord. Donc il faut y aller, quoi. Il faudra y aller. Après, c'est une question d'effort par rapport au nombre de clients à qui ça va servir. Clairement. Alors, Fatima, vous aviez déjà prononcé les mots-clés intelligence artificielle ou Messenger. Donc, c'est quoi votre vision de tout ça ? Parce que vous avez donc déjà un chat dans votre application. Vous ne ressentez peut-être pas le besoin de travailler avec Facebook, mais effectivement, c'est des centaines de millions d'utilisateurs aujourd'hui. On travaille déjà avec Facebook, Facebook, Twitter, enfin les réseaux sociaux. On assure déjà la communication community management de marque. Voilà.
On a aussi un SAV qui est traité et géré par Twitter ou Facebook. Après, évidemment, en tant que partenaire de Facebook, on s'intéresse à Facebook Messenger. Maintenant, comme le disait Vincent, il faut qu'on ait les ressources en face pour répondre. Et donc, on est dessus, voilà, on l'étudie, mais pour le moment, rien de fait. Vous redoutez également d'être un petit peu débordé par les contacts directs de vos clients ? Oui, je pense qu'après, ça devient le canal facile. C'est vrai que nous, même à titre personnel, on a ce réflexe de dire, bah, tiens, j'envoie un message, voilà, c'est tellement instantané et on s'attend à cette même instantanéité derrière. Il ne faut pas que ce soit déceptif. Donc, effectivement, il faut avoir les ressources en face pour répondre à cette sollicitation. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on est en train de. En même temps, quand on va aller aux banques, c'est le cœur de votre promesse client, hein, cette messagerie. Et le chat, sur Hello Bank, on est à 15 000 sessions de chat par mois. Donc c'est énorme par rapport à la proportion. On pourrait trouver ça modeste, au contraire. Ah bon ? Bah, ça dépend pour qui. Mais effectivement, non, c'est assez important. Après, le client Hello Bank est plus autonome, il peut faire beaucoup plus de choses sur l'application ou sur le site. Donc voilà, proportionnellement, je dis que pour moi, c'est encore une grosse masse pour les clients Hello Bank. Sur l'intelligence artificielle, on utilise donc vous travaillez déjà, hein, vous avez déjà déployé une solution. On a déjà une solution qui est Inventa, donc qui comprend le langage naturel. Donc vous allez taper une question dans ce moteur pseudo Google et qui va vous orienter vers le bon contenu. Donc effectivement, ça a permis de réduire le nombre de sessions de chat puisque le client arrive à trouver. Et l'évolution à venir, c'est d'intégrer cette solution dans nos applications, puisqu'aujourd'hui, elle est exclusivement sur nos sites Internet. Ensuite, oui, c'est de réfléchir à un conseiller virtuel qui serait dans nos applications. Un véritable agent conversationnel intelligent. Tout à fait, voilà. Et ça, c'est de la science-fiction ou ça pourra arriver prochainement ? Écoutez, j'espère que c'est pas de la science-fiction. En tout cas, au marketing, on a envie d'y croire. Après, voilà, c'est toujours les leviers de sécurité, les barrières de sécurité à lever et de dire qu'il ne faut pas que ce soit déceptif pour le client. Il faut que justement le service qui peut être apporté par un humain peut être fait via cette intelligence artificielle et offrir de fait une largeur plus importante en fait de réponse aux clients, puisque pareil, on est ouvert du lundi au samedi. Un mot sur le paiement, puisque alors le paiement, ces applications vont aussi proposer prochainement. Oui, alors le paiement on le fait déjà via mes transferts et c'est du paiement par SMS. Donc effectivement le SMS n'est pas mort chez BNP Paribas puisqu'on l'utilise. Mes transferts, c'est une application qui vous permet de transférer de l'argent à un proche grâce à son numéro de mobile. La fonctionnalité est déjà en place sur l'application Hello Bank et demain on espère la développer, la déployer sur l'application Les Bons Comptes, sur d'autres et sur l'application Mes Comptes bientôt. Voilà, donc c'est le paiement de personne à personne, mais c'est quelque chose qu'on a envie de développer. On a Paylib qui est l'équivalent, je ne devrais pas dire PayPal, ça, de PayPal. Qui est mieux que mais voilà. Donc tous ces usages, effectivement, on est plutôt dans une logique parce que on a une application qui s'appelle Mon Portefeuille, l'application Mon Portefeuille de BNP Paribas. Voilà, on est plus dans une logique de rationaliser, rassembler le tout dans une même application et que le client n'ait qu'une seule application. Et puis si possible la vôtre. On sent que vous préférez comme donner la priorité à vos propres actifs. L'application Mon Portefeuille est une application BNP Paribas. Mais oui, effectivement, s'il peut tout faire dans notre app, c'est bien. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. On a effectivement le wallet d'Apple qui va arriver. Voilà, l'usage sera différent par la force des choses. Je sais que vous avez aussi une Apple Watch au poignet, donc vous testerez tout ça en avance de phase. C'est prévu. Merci. Peut-être je vais vous demander un petit mot de conclusion. Alors Christelle, qu'est-ce que vous retenez de nos échanges ce matin ? Ce que je retiens, c'est qu'en distribution de prêt-à-porter, on a quand même pas mal de choses encore à travailler. Qu'on est quand même, Je vous rassure, il y a plein d'excellents prestataires dans la salle qui vont vous accompagner. J'en doute pas. Dans cette mutation, dans cette transformation digitale. Vraiment, je pense qu'on est au démarrage de l'histoire. Par rapport à ce que j'ai pu entendre, c'est clair qu'on a un niveau de on n'a pas atteint un certain niveau de maturité. Donc, en même temps, compte tenu de votre activité, je pense que vous êtes en phase avec votre clientèle. Oui, complètement. Même si je pense que on en parlait, mais les us et coutumes des clients. Un client, c'est aussi un acheteur de prêt-à-porter, mais aussi quelqu'un qui va aller prendre un billet d'avion et qui, à un moment donné, va avoir besoin de faire un virement. Et donc, tous ces
ces clients sont aussi habitués petit à petit à une évolution des outils et qu'il va falloir rattraper le gap. Voilà. Très bien. Et puis donc on invite tous nos spectateurs à fréquenter les boutiques du groupe Vivarté. Oui. Très bien. Merci Christelle. Vincent également, un mot de conclusion? Oui, bah, c'est un très bon tour d'horizon, je pense, c'est un bon état de la situation actuelle. Ce serait intéressant de refaire la même dans 6 mois ou 1 an. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui auront pas mal mûri, évolué. Je pense que Messenger sera un peu partout chez tous les commerçants. Enfin, à mon avis, voilà, c'est un vrai sujet en cours d'émergence et de stabilisation. Très bien, puis on invite évidemment tous nos spectateurs également à télécharger la nouvelle Voilà, application. téléchargez tous la nouvelle. Qui est sortie, et notez-la bien sur le store. Qui est sortie cette semaine, hein, c'est ça? Alors, elle est sortie hier pour tous les utilisateurs iOS, hier également pour 10% des utilisateurs Android. Et vous savez, on est en mode rollout sur Android. Donc, d'ici la fin de la semaine, l'ensemble des utilisateurs l'auront. Très bien. Merci en tout cas. Fatima, également un mot de conclusion? Oui, donc écoutez, effectivement, le SMS, c'est intéressant de voir ce qui est possible de faire. J'ai appris effectivement qu'on pouvait faire du push sur le web, donc merci beaucoup. Du coup, on va regarder ça de plus près. Après, voilà, je vous invite à surveiller les prochaines mises à jour de nos applis et voir les nouveautés à venir d'ici fin d'année. Et pourquoi pas ouvrir un compte Hello Bank? Ah mais je pense que tout le monde l'est déjà, non, client? Non. Oui, et de vivre l'expérience Hello Bank. Voilà. Très bien. Merci en tout cas à tous les trois pour vos témoignages.